Tu m'as dit, Brice, en 30 minutes, je peux changer la vie de quelqu'un, je peux changer son anglais, je peux changer la manière dont tu l'utilises, la manière dont ça va percuter. Je peux changer son anglais à vie. Exact. Pour améliorer ton anglais à vie, tu dois comprendre quelle est la difficulté de l'anglais pour le francophone. Et ce n'est pas le vocabulaire, ce n'est pas la grammaire. C'est en fait les textes et les choses qui impactent, c'est comme des slogans, c'est comme des paroles de rap. Tout simplement, un bon politicien, quelque part, doit utiliser les mêmes mécanismes de parole qu'un rappeur. Imaginons, j'ai peur de faire le premier pas. Ok, très facile. Essaye de faire l'échec. Essaye de te prendre 5 râteaux, 10 râteaux dans une soirée. Donc le but, c'est de prendre des râteaux. Ouais, parce qu'en fait, tu fais l'inverse. T'es un peu mindfucké. Et en fait, si tu essayes de te prendre un râteau, tu vas pas y arriver. Coucou ma biche, le podcast qui dynamite les conventions et nous catapulte dans l'univers totalement fou de ceux qui ont osé rêver en grand avec une énergie contagieuse. On va parler performance, growth mindset, business, lifestyle dans des discussions intenses, 100% naturelles. Coucou ma biche est bien plus qu'un podcast. C'est le moment de fiesta entre amis autour du mic où l'on explore toutes les facettes de la réussite et de la performance avec une bonne dose de folie. Préparez-vous à être électrisé par des histoires palpitantes. Let's go! Coucou ma biche. Coucou. Kikou. Alors, aujourd'hui, t'es venu accompagner tes guitares. Ouais. On sait toujours pas. Là on pourrait penser qu'on va parler musique. On pourrait penser qu'on va parler art. Alors, c'est une forme d'art, Ouais. d'une façon ou d'une autre. Ouais. Moi, je suis très content que tu sois là parce que c'est un sujet très important, voire le plus important. On va parler de la parole, du pouvoir des mots, le verbal, le paraverbal. Et on va parler aussi de la force et la puissance de La voix. de la voix, de la langue française, de la langue anglaise. Et toi, tu m'as dit, premier truc que tu m'as dit, Brice, tu sais qu'il y a une adéquation entre mon autre talent, Ouais. la musique, Ouais. et mon deuxième talent qui est public speaking et l'oratoire, l'art oratoire. J'ai dit, ok, let's go, prends ta guitare. Et donc, du coup, je sais pas comment on va lier les deux, mais j'aimerais que tu me fasses une petite chanson On va y arriver. dédiée à moi, que tu vas inventer, bien sûr. Ah, il faut que je Non. l'invente. Je peux, hein. Non, vas-y. Tu vas-y. veux Non, vas-y. Non, fais-moi ce que tu veux, ça serait bien l'intro. Allez, je vais faire une chanson connue. Fais-moi un truc qui va me piquer le cœur. Tu veux une balade, tu veux un truc triste? Non, qui. J'ai pas envie de pleurer, mais j'ai envie d'être ému. Ok, j'avais pas prévu ça, mais ok, on va faire un truc comme ça alors. Un petit oiseau aussi. C'est pas celui-là. Mais tu veux pas que je peux aussi inventer une chanson si tu non, veux. vas-y. Non? Ok. Oh mama, take this badge from me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. A knock, knock, knocking on heaven's door. A knock, knock, knocking on heaven's door. A knock, knock, knocking on heaven's door. Magique. Merci mon Greg. Avec plaisir. La foule est en délire. Ah, toujours, hein. J'évite les strings. Enfin bref. Alors, c'est quoi le lien entre l'art musical et, ou la guitare et ton autre talent qui est l'art oratoire? Ben, en fait, foncièrement, si tu y réfléchis, c'est un peu la même chose. Parce que ton but, c'est d'avoir un public et ils se rappellent de ce que tu dis et ils ont un impact, ils ont un message en tête. Et donc, quand tu vois les bons speeches, quand tu vois les trucs qui ont réellement impacté, eh ben, tu vois, I had a dream et tout ça, eh ben, c'est comme des paroles de chansons, en fait. Ok. Et donc, moi, par exemple, quand je travaille avec des clients, parfois, quand je corrige leur script, leur pitch, en fait, j'utilise mes talents de parolier. Ok. Et donc, quoi, t'as l'impression que les spectateurs, lorsqu'ils vont à un concert, ils viennent pour les paroles, pour les mots, pour ce qu'ils vont être touchés, ou ils viennent pour autre chose, finalement? Parce que là, tu occupé à dire, le lien, c'est que tu vas toucher le public. Donc, en fait, voilà, ma perspective. Au niveau du mot, tu as le contenu, mais tu as aussi l'enveloppe phonologique. Et donc, certaines enveloppes phonologiques vont avoir du sens. Donc, si tu veux quelque chose qui percute, tu dois faire comme des slogans. Il y a des slogans qui vont fonctionner. Tu prends par exemple « Make America Great Again », c'est quelque chose qui va bien ensemble. Mais parfois, tu as des mots, tu as des séquences
qui n'ont pas de sens, en fait. Et ça ne reste pas dans la tête. Qui fait ça? C'est quoi le métier pour créer des slogans? Donc MAGA, Make America Great Again. Oui. C'est travaillé alors? Mais en fait, je pense que si tu prends MAGA, là, je pense que c'est l'imagination de Trump. Parce que quand tu vois Trump, il parle d'une façon qui est percutante. Et je crois que c'est une expérience qu'il a acquis. Et c'est pas ce qu'il fait. Okay. Mais tu as des règles, en fait. Quand tu vois, par exemple, Lose Yourself d'Eminem, tu vois, en fait, si tu prends le texte et que tu analyses les voyelles, tu vas voir qu'il y a une logique derrière, qu'il y a, en fait, comme en musique, de la tension et le fait de relâcher, qu'il y a des mots, qu'il y a des syllabes qui vont bien ensemble par rapport à d'autres. T'occupes à dire qu'en fait, la parole, ou le verbal et le paraverbal, parce que c'est quand même deux choses très différentes, c'est tellement puissant que quelqu'un qui n'est pas bon, s'il a ce verbal et paraverbal, va paraître meilleur. Typiquement, il y a des gens brillants qui ne savent pas s'exprimer. Oui. Ils vont paraître moins bons et donc on ne va pas choisir cette bonne personne. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Okay. Si tu veux, tu as plusieurs facteurs parce que c'est de la communication et donc ça va dans les deux sens. Et donc, si tu veux, tu as le fait de structurer un message, de le structurer d'une façon avec des pauses, d'avoir le temps que la personne puisse réceptionner l'information. Okay. Et puis, tu as l'enveloppe phonologique elle-même, les mots que tu vas choisir qui vont, si tu veux, communiquer le branding quelque part quand la personne parle. Et il faut avoir une certaine cohérence à ce niveau-là. Et il faut choisir des sons qui vont bien ensemble, en fait. Okay. À ce niveau-là. Donc, c'est quoi? C'est comme être poète, en fait. En fait, pense-y, les textes et les choses qui impactent, c'est comme des slogans, c'est comme des paroles de rap, tout simplement. Okay. Un bon politicien, quelque part, doit utiliser les mêmes mécanismes de parole qu'un rappeur. Ok. Bon, toi, tu as quelques avantages, quelques atouts. Donc, tu t'appelles Greg Vetas Collins. Ouais. Donc, mi-grec, mi-anglais. Exact. C'est ça? Ouais. Donc, tu es parfait trilingue. Quadrilingue? Quadrilingue, ouais. C'est quoi? Donc, français? Donc, français, si tu veux, c'est la troisième langue. Genre. Excuse-moi. Sorry, bro. Voilà. L'anglais, ma langue maternelle. Le grec est ma deuxième langue. Bon, je le parle moins bien que le français, mais je suis en train de le retravailler. J'adore. Ah oui, j'adore la Grèce. Grèce. J'adore le tzatziki. Ça n'a rien à voir, mais j'adore ça. Ouais, non, mais c'est fantastique, feta. Enfin bref. Et aussi le néerlandais, hein, foncièrement. Ok. Tweetalig. Ja, ik kan Nederlands praten. Ja, toch wel. Ok, ja. Ok. Parce que toi, tu viens effectivement, on va dire, plus du monde musical, et puis après, tu t'es orienté vers... on va pas tout refaire, mais tu t'es orienté vers le public speaking. Ouais. Coach de parole, coach de verbal, coach de langue. Ouais. Je préfère dire coach de langue que prof de langue. Ouais. Parce que finalement, tu vas apprendre la langue, mais tu vas apprendre l'ensemble de la langue, le parler, les finesses, la prononciation. Ouais. Et voilà, moi, je trouvais ça très important de parler de ça. Donc, on a tout un storytelling ici. Toi, tu m'as dit un truc. Tu m'as dit, pose-moi la question, mais je te dirai pas la réponse. Comme ça, tu étais un peu plus surpris. Tu m'as dit, quel est le mot le plus important en anglais? Tu m'as dit, tu voulais pas me dire tu voulais pas me gâcher la réponse. Voilà. Donc là, j'aimerais savoir. Le mot le plus important en anglais, et c'est valable pour toutes les langues, c'est le mot que tu vas utiliser pour hésiter. Et donc, c'est parce que quand tu parles une langue et que tu changes de langue, eh bien, c'est un coût pour ton cerveau et tu vas passer par de la traduction et ton accent va changer et ce genre de choses. Et donc, imagine, tu es en train de présenter, OK, here we go, we're going to talk about... Puis, tu commences à hésiter comme ça en français. Il y a quoi? Que tu es décrédibilisé dès que tu hésites dans l'autre langue? C'est pas que tu es décrédibilisé, c'est qu'en fait, ton cerveau va repartir en français. Ah, OK. Et en fait, si tu vois, il y a un truc qui s'appelle le task switching, et qui est le fait que chaque fois que tu vas changer de tâche cognitive, tu vas avoir un coût. Okay. Et pour illustrer cela, je vais te montrer, si tu veux, ce qui se passe si moi, maintenant, qui suis censé être parfait bilingue, je commence à essayer de réciter l'alphabet en changeant à chaque lettre de langue. C'est pas facile, hein. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, vas-y, fais dans les 4 langues. non, impossible. Non. Impossible. Non, tu peux le faire. Il y a du grec, donc comment est-ce que tu veux que des rames en plein milieu? Alors, je pourrais pas vérifier, ça c'est tu clair. vas exploser mon cerveau. mais bon, tu vois, c'est le principe. Ouais. Et donc, tu dois limiter en fait le task switching et tu dois limiter la traduction. Parce que si tu veux avoir une maîtrise dans une langue, tu dois directement passer par la circonstance ou l'expression que tu veux communiquer et, si tu veux, les mots qui suivent. Et pour vraiment aller pousser ce propos vraiment à l'extrême, combien de langues est-ce qu'on parle? Ça veut dire quoi?
Une. Ouais, voilà, parce On que- ne fait jamais que parler une langue. Alors, on en parle plusieurs, mais on en parle une très bien. C'est ça que tu Je veux vais dire. expliquer ce que je veux dire. Ouais. Si tu parles une langue, tu vas adapter ta façon de parler en fonction de ton interlocuteur. D'accord? Donc, tu vas pas parler de la même façon à un enfant de 5 ans qu'à un PDG. D'accord? Si tu prends ce concept, et tu prends ce même concept, et à la place de uniquement changer le vocabulaire, tu changes les expressions et les sons, c'est la même chose au niveau de ton cerveau pour parler une autre langue. Tu vois? Ouais. C'est tu changes les expressions que tu as entendues dans une circonstance Bien pour sûr. t'adapter à une situation. 100% d'accord. Ah ben voilà. Je lisais un truc justement, enfin, j'écoutais un truc où on disait, le gars dit, tu peux dire wesh, mais tu dis wesh pas dans le même contexte que tu voudrais le dire dans ce contexte adapté. Voilà. Et donc finalement, je pense qu'on dit qu'il y a 60 000 mots en français, Oui, c'est possible. c'est ça, 60 000 mots, mais tu en utilises like daily 1000. C'est ça. Donc c'est infime, c'est ridicule en fait. Exact. Mais ils sont où les 59 000 autres? Ah, ça, dans des livres. Non, mais c'est vrai. Du coup, on se trouve, enfin, on dit qu'on parle la langue, mais on parle en fait X% de cette langue. Voilà. Lorsqu'on avait pensé justement, le trigger, le déclencheur qui m'a fait me dire que je devais t'inviter, tu m'as dit, Brice, en 30 minutes, je peux changer la vie de quelqu'un, je peux changer la vie de son anglais, je peux changer son anglais, je peux changer la manière dont tu l'utilises, et je peux aussi changer la manière dont ça va percuter. Et du coup, ça va changer sa vie. Je peux changer son anglais à vie. Exact. Explique-moi ça. Si tu veux, pour améliorer ton anglais à vie, tu dois comprendre quelle est la difficulté de l'anglais pour le francophone. Et ce n'est pas le vocabulaire, ce n'est pas la grammaire. C'est en fait la prononciation, oui, d'une part, mais aussi la compréhension de la langue anglaise. Et donc, si tu veux, si on prend communication et communication, ce sont des mots en fait qui sont identiques à l'écrit. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'on a une telle différence? Eh bien, parce que l'anglais est ce qu'on appelle une langue à stress. Une langue à stress veut dire qu'un accent tonique, en fait, va être exagéré et doit être régulier dans le temps. D'accord? Pour vraiment bien comprendre ça, je vais retourner à mon exemple après. Si maintenant, en anglais, on n'a pas compris quelque chose, on va pas faire la même chose qu'en français. En français, on va dire « Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît ?» On va découper au niveau de la syllabe. En anglais, « Sorry, could you repeat that for me, please ?» On va pas découper au niveau de la syllabe, on va découper au niveau de l'accent tonique. Okay. Alors, comment est-ce que ça va améliorer l'anglais à vie de quelqu'un? Eh bien, ça va en fait résoudre certaines frustrations. Parce que on comprend pas les Anglais quand on parle, on pense qu'ils parlent trop vite. C'est faux. Ils parlent mal. Parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle la réduction. La réduction, c'est comme une contraction. Donc, si je dis I have been, ça devient I've been. Mais ça se passe partout. Et si je retourne à mon communication, en français, communication, les voyelles sont claires. En anglais, les voyelles sont pas claires. C'est E-U-I-E-E. Communication. Et ça vient du fait qu'on a mis beaucoup d'énergie sur le « a ». Et donc, on ne sait pas prononcer le reste. Et ce phénomène, c'est vraiment, en fait, partout en anglais. Et si maintenant, je dis par exemple « boys play games », un francophone qui va vouloir dire the boys will be playing the games, il va ajouter toutes les syllabes et il va les articuler. Okay. Par contre, si tu veux avoir de l'impact et si tu veux mieux parler anglais, tu dois en fait réaliser que boys play games doivent ressortir et tu vas ajouter les mots dessus. Donc, the boys will be playing the games. Et là, tu as de l'impact, là, tu as du rythme. Ok. Du coup, c'est quoi la clé? C'est quoi la clé pour bien comprendre tous ces gens qui parlent bien, comme tu dis, mais réduisent tout? Ouais. Et c'est quoi la clé pour utiliser les bonnes expressions aux bons endroits et les bons mots aux bons endroits? C'est pas une question d'expression de ça tu dois tu dois développer toi-même ou voir un spécialiste. Mais quand même, le nombre d'expressions à mettre au bon endroit, au bon moment dans un pitch, moi je trouve ça vraiment magnifique. Ça veut dire que tu maîtrises la langue. Oui. Moi, quand j'étais petit, on m'a dit, donc on va dire que je parle français, langue maternelle, néerlandais très très bien, anglais très très bien, espagnol parce que j'ai vécu un peu là-bas, mais on m'a dit, quand tu maîtrises une langue, c'est la manière, c'est le moment où tu vas mettre des expressions au bon moment et tu sais faire des blagues et comprendre les blagues dans l'autre langue. Évidemment. Ça veut dire que tu as atteint un niveau assez correct. Oui. C'est quoi du coup, je reviens un peu à l'arrière, c'est quoi du coup la clé? Donc moi, ce que je dis ici, pour bien me faire comprendre, hein, c'est que en fait, si tu veux impacter en anglais, tu dois savoir où se trouvent les accents toniques et tu dois respecter cet rythme. Non, mais ça, c'est l'enfer, mec. Vraiment, je me rappelle ma prof d'anglais. Ouais. Et franchement, maintenant, je me rends compte à quel point on était horrible avec elle. Mais c'était vraiment trop de la théorie. Donc, elle mettait ça au tableau, le petit accent.
on s'en foutait un peu de cet accent. Ah bah, tu t'en fous, mais c'est très bien parce que en fait, quand je travaille avec mes clients, ce que je fais, c'est que c'est moi qui lis le texte et eux, ils vont l'entendre et après, en fait, ça va ressortir. Ok. Et donc, c'est comme écouter de la musique. C'est pour ça encore le lien avec la musique. Tu as une façon consciente et une façon inconsciente d'améliorer ton anglais. Là, je t'explique consciemment comment ça fonctionne. Ouais. Tu peux avoir rien compris à ce que j'ai dit. Si moi, maintenant, on fait un coaching ensemble et je fais le nécessaire, tu écoutes la musique et après, ça va sortir, ton anglais sera meilleur. Il y a des gens qui, parce qu'on dit les enfants absorbent, c'est une éponge, ils peuvent apprendre plein de langues. Moi, mon fils, il va à l'école en néerlandais, évidemment, Ouais. il est en avance par rapport à d'autres. Est-ce qu'il y a des gens qui ont moins d'appétit, qui sont génétiquement moins bien faits pour apprendre des langues ou pas? Eh ben, donc, si tu veux, moi, ça, c'est ma perspective. Et moi, j'ai travaillé avec des personnes vraiment de 90 ans jusqu'à 5 ans, 7 ans, tout ce que tu veux. Oui, tu peux avoir des affinités, de la perception qui est améliorée. Ouais. Mais tout peut être entraîné, justement, en travaillant au niveau de ce qu'on appelle la coarticulation, surtout pour l'anglais. Et la coarticulation, c'est quoi? C'est comment les sons sont mélangés les uns par rapport aux autres dans la parole. Et donc, pour vraiment que tu comprennes, en anglais, c'est ce truc de réduction qu'on ne comprend pas. C'est ça qui est un problème. Ok. Donc, si moi je dis « What are you doing ?» T'as rien compris. J'ai Mais compris, si maintenant... j'ai compris. Oui, mais bon, tu vas pas pouvoir... Tu vois, c'est « What are you doing ?» Et ça va améliorer ta perception. Ça va améliorer ta capacité à, quand tu entends de l'anglais parler, réaliser ce que c'est et pas faire des fautes de grammaire. Parce que dans l'enseignement, en fait, le problème, c'est que tous les éléments grammaticaux sont les éléments que les Anglais vont dévorer. Et ça crée un problème, parce qu'il y a une différence entre ta façon de parler, pas toi, parce que t'as un anglais excellent, mais C'est beaucoup de personnes qui veulent, si tu veux, avoir un anglais qui respecte une structure francophone, et ils sont frustrés, ils comprennent pas, et ils entendent mal, et t'as des PDG qui font des erreurs de débutants, de troisième secondaire, parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe à ce niveau-là. Ok. Tu vois? Moi, je sais que c'est important, mais dans différents types d'éléments de la vie, joyeux ou moins joyeux, enterrement par exemple, des séminaires où tu vas prendre la parole, des anniversaires, des discours de mariage, des déclarations, des moments de communication importants, tout ça, on minimise aussi le fait que la langue, elle est riche, la langue, le tone of voice est important, il y a du verbal, du paraverbal. Toi, c'est quoi ton rôle là-dedans? Comment je me positionne? Premièrement, quand tu parles en public, la première chose à faire, c'est de te dire, on s'en fout de toi. C'est ton message qui est important. Ok. Donc, c'est vraiment ton message. C'est quoi, de trouver toi et ton ego de côté? Oui, c'est ça. Et donc, surtout quand tu es dans un business, etc., tu dois foncièrement savoir ce que tu fais. Ton why est hyper important, en fait. Donc, c'est pourquoi tu dis ce que tu dis. Après, tu dois te donner les moyens pour le faire. Et donc, si tu veux, tu as un truc au niveau de l'attention que je vais expliquer, que je vais illustrer. Et donc, si tu veux, l'attention, principalement, chez l'humain, ça fonctionne par 3 ou par 4. Et donc, si moi, maintenant, je fais ça, j'ai ton attention, d'accord? Si je fais... ça devient chiant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ce côté, en fait, où quand tu communiques, quand tu parles, la première chose que tu dis et la dernière chose que tu dis, ça va avoir un certain impact. Le corps, en fait, on va perdre un petit peu l'attention à ce niveau-là. Et donc, quand tu communiques, par exemple, un discours, etc., typiquement, tu veux dire trop de choses. Et donc, tu dois essayer de limiter le nombre de choses que tu vas dire pour que les gens, en fait, le captent. Okay. Parce qu'on surestime l'attention. C'est quoi, du coup, la config, le framework d'un discours parfait? Que ce soit 5 minutes ou 10 minutes, ou 15 minutes, peu importe. C'est quoi le nombre de messages à dire? 5, 20, 40? C'est quoi le framework parfait? Le framework parfait, en tout cas, c'est déjà, en fait, le temps, c'est quelque chose d'extensible. Donc, tu dois te dire, voilà, si tu parles 5 minutes, si tu parles 1 minute, en fait, tu dois savoir ce qui est essentiel. Et typiquement, un bon exercice pour le faire, c'est justement, tu fais cet exercice. Donc, tu fais un premier discours spontané, puis après, tu fais la moitié du temps, puis après, tu fais la moitié du temps, puis tu fais la moitié du temps, puis tu fais la moitié du temps, jusqu'à ce que tu arrives à 5 secondes pour savoir quel est ton message. En termes de framework, tu dois avoir une première accroche, tu dois avoir ce que tu expliques, etc. Et ce que tu dois faire, c'est quand tu commences, tu dois vraiment avoir de l'attention, et donc tu vas être dans un discours très factuel, très correct, très précis, etc. Une fois que tu as attiré cette attention, là, tu peux commencer à aller plutôt dans du storytelling, et là, tu vas aller dans ton corps, dans ce que tu dis, et les gens, en fait, vont pas suivre de façon très consciente ce que tu dis, ils vont se laisser bercer par ton histoire. Et puis après, tu dois avoir la conclusion. Parce que, en fait, que tu dises 3 choses, 5 choses, 7 choses, etc., on n'a pas l'attention pour vraiment retenir cet élément. On a vraiment l'intention de retenir, en fait, 3, parce que c'est 5 moins 2 ou plus 2. Et comme on est tous à moitié endormis quand on écoute quelqu'un qui parle, c'est 3 choses. On parlait aussi, donc, le verbal, le paraverbal. Est-ce que le
tone of voice? Est-ce que la voix fait partie du paraverbal ou c'est encore autre chose? Oui, donc voilà. Moi, en tout cas, le tone of voice, tu peux le mettre dans le paraverbal, c'est l'enveloppe acoustique. Et donc, le tone of voice, si tu veux... Donc ça, toi, tu travailles ça aussi? Oui, évidemment. Et c'est quoi? En fait, la voix, elle vient d'où? Elle vient du bide, elle vient d'où? Ah bah, la voix, si tu veux, c'est 3 choses. Donc, premièrement, tu as les poumons. C'est les tâches, c'est la source. D'accord. Puis après, tu as l'oscillateur. Et là, ça va créer le son au niveau du larynx. Et puis après, tu as la résonance. Et donc, si tu veux, dès que tu es dans ce genre de choses, tu es dans de la psychoacoustique. Et donc, c'est comment les personnes vont percevoir ce que tu dis en termes de fréquence, en termes de ce genre de trucs-là. Si tu veux, le tone of voice, ça dépend, mais c'est le fait, par exemple, d'être, au niveau de transmettre des émotions et ce genre de choses. Et là, typiquement, tu as des exercices, par exemple, qui sont faits avec les acteurs, donc le grapefruit exercise. Et donc, c'est, on peut le dire si tu veux, hein, mais en gros, tu as, pamplemousse en anglais, et ça, les acteurs le font, et tu dois le dire de façon différente, transmettre différentes émotions. Vraiment, grapefruit, grapefruit, grapefruit. Voilà, tu vois, ou grapefruit, et tous les trucs comme ça. Et donc ça va vraiment te donner cette capacité de transmettre des émotions. C'est des exercices vraiment au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel... Donc ça, c'est juste la manière de le dire. Ça, c'est... Ouais. Et donc, parce que tone of voice, c'est un mot qui veut dire, en fonction de ce que tu veux dire exactement, mais aussi, le ton, c'est aussi la mélodie. Et donc, si tu veux, par exemple, si tu dois travailler le tone of voice, tu dois te dire, chaque chose a un rythme, une mélodie. Et donc, c'est une façon de comprendre, en fait, l'enveloppe mélodique quand quelqu'un parle. Donc, en fait, il y a le ton et la tonalité. C'est ça que tu veux dire? Là, je suis pas sûr vraiment de ce que tu veux dire par mot, parce que tonalité, c'est plutôt au niveau de... Tonalité, donc par exemple, tu as des grands speakers qui ont des très bonnes idées, mais qui malheureusement n'ont pas une voix sexy à entendre. Ouais. On dit souvent... Le timbre, alors, plutôt. Timbre, ouais, merci. Timbre, ok. Ça travaille ou pas, le timbre? Oui, le timbre, en fait, c'est la résonance, principalement. D'accord. Donc, si tu veux, par exemple, tu vas avoir un timbre engorgé. En travaillant avec la voix, tu peux ouvrir ça, tu peux avoir une meilleure respiration, une meilleure coordination pneumophonique, et tu peux avoir, quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Si on t'entend pas, tu peux plus placer dans les résonateurs, donc on peut travailler le timbre. T'as des clients qui viennent chez toi qui disent, moi, j'ai un peu une voix de canard. J'aimerais changer ça. Oui, j'ai déjà eu. Et donc, ça dépend parce qu'en fait, le problème des mots, entre guillemets, c'est que qu'est-ce que ça veut dire réellement? Et donc, voix de canard, typiquement, c'est quelqu'un qui place mal la voix, qui n'a pas construit, si tu veux, sa voix. Et donc, on peut faire un travail presque athlétique pour un petit peu mettre une voix en place, faire de la meilleure, encore une fois, coordination au niveau de pas se serrer, placer le son d'une façon plus intéressante, etc. Maintenant, ça dépend. Sa voix, ça reste soi. Et donc, il y a des éléments psychologiques, en fait, derrière, souvent. OK. Donc ça, c'est la voix, le timbre. Ensuite, il y a le pitch. Oui. OK. C'est quoi un bon pitch? C'est quoi le succès d'un bon pitch? Et c'est quoi le elevator pitch parfait? Elevator pitch. Elevator pitch. Donc, voilà. Elevator pitch. Elevator pitch. Elevator pitch. OK. Alors, le pitch, c'est encore une fois un mot qui veut tout et rien dire, en mon expérience. Parce que je veux te donner l'étymologie du mot, parce que c'est important à comprendre. Le pitch, d'accord, ça vient de pitch. Du golf? Non, t'es proche. D'une motte de terre. OK. D'accord? Et donc, cette motte de terre, à une époque, en fait, on la lançait contre un mur et on voyait si ça collait. Et donc, si tu veux, après, cette idée de balancer une idée et de voir si ça colle, a été repris un peu par les acteurs. Et donc, c'est pour ça, pitch me an idea, mais pour play. Et donc, ces 3 gars, ils sont là, ils ont vu quelque chose. Et progressivement, cette idée de pitch, en fait, a évolué. Et je crois que c'est le 18e siècle, c'est devenu quelque chose pour la vente. D'accord. Et donc, souvent, quand on dit pitch, en fait, ça, en français, j'entends tes présentations, ton USP, c'est quoi? Et donc, elevator pitch, encore une fois, ça va dépendre de à qui tu t'adresses. USP, juste pour bien expliquer. Unique Selling Proposition. Donc, c'est ce qui va te rendre, toi, unique sur le marché. Différenciateur. Ouais, différenciateur. Ouais. Et donc, quand je dis pitch me, ça veut rien dire. C'est ça que tu veux dire? Oui, non, tu peux. Ils vont te dire give me your pitch. Et donc, là, tu vas commencer à parler au niveau... C'est quoi? C'est 30 secondes? Un elevator pitch? Elevator pitch, c'est 30 secondes à 1 minute. OK. Donc, c'est quoi le elevator pitch parfait? C'est quoi la trame parfaite d'un elevator pitch? Elevator pitch parfait. Typiquement, moi, je dirais, tu dois commencer par finalement donner un pain point, quelque chose qui va engager, ou alors tu es dans quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. On va prendre un pain point, admettons. Donc, on va parler, admettons, tous les entrepreneurs qui veulent évoluer doivent pitcher en anglais, admettons. OK, là, voilà.
Quelles sont leurs solutions? Et donc là, tu vas avec leurs solutions. Tu dis, en gros, soit ils font des cours de langue, soit ils vont voir quelqu'un qui doit pitcher. Mais s'ils doivent pitcher en anglais, c'est difficile. Il n'y a pas un truc qui combine les deux. Et puis après, tu donnes ta solution. Moi, en 3 séances, tu peux avoir un avant-après. Et puis, tu as ton CTA, Call to Action, et tu donnes ta carte ou tu donnes un lien ou un numéro de téléphone, ce genre de choses. Ça, c'est un peu le format. OK. Est-ce que pour avoir un bon pitch, est-ce qu'il faut d'office être sales? On dit toujours, il est sales, il a un bon pitch, c'est facile pour lui. Alors, voilà, j'ai envie de faire le pitch, c'est pas la vente. Hein. Le pitch, c'est ton exposition et ton message, tu crées et tu peux créer une vente, mais la vente, c'est poser des questions. C'est pas vraiment la même chose à ce niveau-là. Okay. Tout le monde peut être entraîné à faire tout. Donc, si tu sélectionnes le vocabulaire, tu travailles le tone of voice, justement, tu fais le nécessaire et tu comprends comment ça fonctionne et tu trouves des expressions qui vont avec ce que tu veux faire. Oui, bien sûr, tout le monde peut le faire. Il ne faut pas être un sales. Tu peux entraîner n'importe qui, que ce soit pour pitcher, que ce soit pour vendre, si la personne comprend comment ça fonctionne et veut s'investir. OK. C'est quoi l'intérêt et la puissance de maîtriser la langue? Moi, je parle, on va dire le français, parce que c'est ma langue maternelle, mais je ne la maîtrise pas non plus. Je dois avouer. Et personnellement, je ne lis pas assez pour enrichir chaque jour le fait que j'ai une langue que je maîtrise pas encore bien. C'est quoi finalement le gros intérêt et l'impact que ça peut avoir? Il y en a plusieurs. Enfin, foncièrement, moi, je prends l'exemple. Moi, quand je suis en train de parler anglais, voilà, j'ai très facile à parler à des personnes qui parlent moins bien la langue. J'ai un avantage compétitif parce que moi, je vais pouvoir m'exprimer d'une façon beaucoup plus efficace. Je comprends comment ça fonctionne. Et eux, ils vont être un petit peu pris à dépourvu. Ils vont avoir des ressources attentionnelles qui vont être prises à ce niveau-là. Tu prends la même chose pour une langue maternelle. Si toi, tu arrives à t'exprimer avec efficacité et à sélectionner les bons mots, tu peux déstabiliser quelqu'un, en fait. Et tu as un avantage compétitif quand tu maîtrises bien la langue. Okay. C'est clair. J'ai préparé ici des langues, on va dire, faciles à apprendre. Tu les connais? Les langues faciles, c'est quoi? Ça dépend. Si tu es francophone... pour nous, on va dire. Oui. c'est plutôt les langues latines. Bonne réflexion. Ouais, okay. Parce que c'est l'italien, c'est l'espagnol, ce genre de choses. OK. Voilà, ça, c'est les langues plutôt faciles. OK. Effectivement, donc espagnol, le phonétique, italien, son, intonation, son mélodieux, familier au français, portugais. La prononciation est un peu différente, mais OK. Ouais. Langue relativement accessible. L'anglais, en fait. Anglais, très bien. Anglais, néerlandais, etc. Langue plus difficile à apprendre. Genre le chinois, hein, c'est un autre système, genre coréen, japonais. Exactement. Voilà. Et encore d'autres défis, arabe, russe, finnois, hongrois. Oui. Pourquoi il y a des langues comme ça qui sont quasi inaccessibles? OK. Alors, tu as plusieurs paramètres, hein, donc là, c'est vraiment de la linguistique. Mais en gros, si tu veux, et ça, c'est le meilleur mindset pour parler la plupart des langues de l'Europe, tu veux te dire, il y a combien de temps ces langues étaient les mêmes? Et quand tu commences à regarder, par exemple, quanto et when, tu dois te dire, en fait, que c'est le même mot qui a évolué. Et donc, tu vas avoir facile, en fait, à comprendre comment, avec la prononciation, les langues ont changé. J'ai pas compris. Enfin, si j'ai compris, mais... Je vais réexpliquer. Et donc, si tu veux, par exemple, des langues proches, prenons le français et l'anglais, d'accord? Tu as ce qu'on appelle les mots cognats. Les mots cognats, en fait, c'est des mots qui ont une origine commune. Donc, ici, pour le français et pour l'anglais, c'est le latin, d'accord? Et donc, ce qui a fait que ce mot a évolué, en fait, il va soit évoluer uniquement en prononciation, d'accord? Même communication, c'est uniquement de la prononciation, ou il va évoluer, mais il va être un peu différent, donc réellement, really, donc tu trouves un petit peu à ce niveau-là, ou alors, c'est plus difficile à comprendre, mais c'est le même mot. Par exemple, guerrier et warrior, c'est les mêmes mots. Alors, ils ont juste changé, en fait, au cours du temps, leur prononciation, et on a changé l'orthographe. Sorry, je vois très bien ce que tu veux dire, mais il faut que j'aille aller, quoi. Guerrier, warrior, enfin, il y a un moment, je sais pas, il s'exprimait avec des mâchoires différentes. C'est pas possible. En fait, si tu vois, je suis pas expert à ce niveau-là, mais si tu prends guerrier, tu as un U. Donc, probablement, à une époque, on disait genre guerrier, warrior. Et tu vois, en fait, avec l'étymologie, avec des choses, comment la langue est devenue une autre langue. Et donc ça, les langues, on appelle ça les langues indo-européennes, qui sont la plupart des langues de l'Europe. En fait, c'est assez facile si tu commences à comprendre le code, comment ça fonctionne, au niveau des différences de prononciation. C'est le fameux truc, tu ajoutes un A en espagnol, ça m'est arrivé. En plus, les cartes de l'identité, j'ai dit ça comme ça et ça a fonctionné. Ça marche. Ouais. OK. Tu vois? Donc ça, c'est à ce niveau-là. Par contre, il y a d'autres langues, notamment comme le hongrois, qui n'ont rien à voir. Et c'est pour ça que c'est hyper difficile de les apprendre, parce que c'était pas les mêmes langues à une époque. OK. C'est tout. J'étais assez surpris, parfois positivement, sur certains chiffres. Donc, j'ai lu que sur la maîtrise des langues, 60% de la population mondiale parle plus d'une langue. OK. C'est pas mal. Ouais. Franchement, c'est pas mal. C'est plus d'une personne sur deux parle plus d'une langue. Ouais. Alors, le niveau, je connais pas, mais bon. 48% des personnes interrogées pensent que parler plusieurs langues facilite l'apprentissage d'autres langues. Bon, Ouais.
Ça paraît logique. 33% des personnes qui parlent deux langues ont un sentiment de confiance plus élevé en elles. Ok. Pas mal, c'est-à-dire que tu parles plusieurs langues, tu te sens mieux dans ta tête, mieux dans ta peau. Par contre, 75% des gens considèrent la prise de parole en public, public speaking, comme leur plus grande peur. Ça, c'est bon pour toi, c'est bon pour ton business. C'est bon business, ouais. Ok. Et 85% des personnes pensent que la prise de parole en public est une compétence importante pour réussir dans leur carrière. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont moins bons, qui parlent mieux, qui réussissent mieux. Ouais. Ok. Ouais, exact. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de cette info? Tu les envoies chez moi? Non, mais c'est Ouais, mais c'est la source, c'est l'amplification de la source. Hein. C'est comme finalement, allez, c'est pas les meilleures idées qui ont créé le monde, c'est les idées qui ont été exécutées, les idées qui ont été entendues. Et c'est le même principe pour le public speaking. Si tu n'arrives pas à communiquer ton idée et tu as peur de parler en public, et ça c'est normal parce que c'est une peur qui vient finalement de préhistorique quelque part, tu as peur de t'exposer devant la tribu parce que si tu penses que tu vas mourir en fait. Tu penses que si tu dis quelque chose, tu fais quelque chose de mal, tu vas te faire tuer et tu as cette réaction de fight, flight ou freeze. La plupart des gens, public speaking, c'est du freeze. Alors moi je suis clairement pas l'exemple de débit de parole. I know it. Le débit de parole moyen, on dit que c'est 125 mots par minute. Ouais. C'est quoi la moyenne parfaite, on va dire, pour avoir un bon discours et un bon pitch, un bon discours? Honnêtement, je pense que ça dépend parce que par minute, il faut voir les pauses. Tu vois, les pauses sont hyper importantes parce que, comme je dis encore une fois, la communication, it's a two-way street, comme on dit. Ok, quand tu dis pause, tu veux dire silence? Oui, silence. Ok, c'est quoi l'intérêt du silence? C'était ma question suivante, c'est bien. Il y en a beaucoup. T'es fort. Premièrement, éviter de dire Ça, c'est le premier intérêt du silence. Deuxième intérêt du silence, c'est te donner, toi, le temps de structurer ta pensée. Troisième intérêt du silence, c'est donner à ton auditeur la possibilité d'écouter ce que tu viens de dire. Ok. Et tu rythmes le discours. Tu sais quoi la glossophobie? La peur de parler, c'est la langue. En public, c'est ça? Ouais, la peur de parler en public. Ouais. Donc, toi, tu rencontres beaucoup de gens qui s'expriment très bien, mais dès qu'il y a du public, freeze totalement et en fait, ne savent pas le faire? Oui, en fait, ça dépend ce que tu veux dire. En fait, dans mon expérience, c'est plutôt le fait d'être sur une scène qui est paralysant. Les gens ne savent pas comment bouger. Et donc, moi, j'ai quelques astuces très simples, en fait. Moi, ce qui fonctionne avec mes clients, vraiment de façon très efficace, c'est l'idée du point moteur. Donc ça vient de l'improvisation théâtrale. Et c'est quand tu crées un personnage, tu vas, en fait, en fonction du personnage que tu veux créer, bouger en premier et guider ton mouvement avec une partie du corps. Le speaker, c'est le sternum. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas avoir l'air confiant, que tu vas avoir l'air posé quand tu parles. Tu bouges avec ton sternum en premier. Et donc, tout ton mouvement va être guidé par le sternum. Et simplement le fait de faire ça, ça va faire en sorte que tes épaules vont être plus droites, que tu vas parler, que tu vas avoir l'air d'être confiant, d'être un leader. Tout le monde va avoir l'air d'un leader. Comment est-ce qu'on le fait? C'est très simple. Tu bouges lentement. C'est pour ça que le sternum va t'aider. Pourquoi bouger lentement? Parce que tu vas avoir de l'intentionnalité dans tes mouvements. Parce que quand tu es leader et quand tu parles en public, tu veux éviter d'avoir l'air d'une proie, finalement. Et qu'est-ce que fait une proie? Elle bouge dans tous les sens, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Toi, tu veux imposer le respect. Donc, tu es plus prédateur, même si je n'ai pas vraiment le terme, mais c'est un peu ça. Ouais, c'est clair. Tu bouges, voilà, tu sais ce que tu fais. Donc ça, c'est la première chose. Après, comment bouger sur la scène elle-même? Moi, ce que je fais avec mes clients, c'est que je divise la scène en 3. Je dis, tu as le milieu jusqu'à... Enfin, je vois si tu vois la séquence de Fibonacci, tu as un peu comme ça le placement. La suite de Fibonacci? Ouais. Alors, j'ai jamais découvert le secret finalement, mais je vois très bien ce que c'est. Enfin bref, et donc un petit peu décalé aussi. Et tu vois cet espace-là, c'est là que tu vas donner le corps de ton message. D'accord. C'est là que tu vas avoir un certain champ sémantique qui va aussi être cohérent. Parce que, en fait, si tu veux, quand tu parles, tu veux avoir de la structure et tu vas avoir de la rupture. Et donc, la structure, tu la crées à ce niveau-là. Tu fais, dans cet espace-là, je vais parler de façon plus factuelle, plus sérieuse, plus, d'une certaine, même plus forte, en fait. Mais parler comme ça, c'est fatigant. C'est fatigant pour toi et c'est fatigant pour ton public. Donc, tu as la prochaine partie. Là, tu vas faire ton storytelling. Là, tu peux plus bouger, tu peux plus être à l'aise. Et tu vas peut-être même changer de champ sémantique. Et puis, tu as les extrêmes. Et dans les extrêmes, là, en fait, c'est le coin blague. Tu fais ce que tu veux, tu déconnes, tu changes un peu. Pourquoi? Pour rupture, pour ressaisir l'attention quand tu parles. Tu as les vieux rires, tout le monde regarde. Tu fais ça, tu balayes le public de ton regard et tu te dis que tu es comme une lampe et tu dois éclairer tout le monde. Et tu peux pas juste mettre de la lumière sur quelqu'un pendant trop longtemps parce que c'est intimidant. Et voilà, ça c'est parler en public. Ok, c'est assez bluffant parce que je vois très bien
la puissance des différents moments. Et je me rends compte que je le fais pas assez, en fait. Mais très bien. Pourquoi est-ce qu'il y a des populations qui sont meilleures que d'autres dans les langues? Et là, je vise clairement mes amis français. Pourquoi est-ce qu'ils sont nuls en anglais? Pourquoi il y a des populations qui sont très très fortes naturellement, on va dire? Ok. Ouais, c'était certainement un côté éducationnel, mais il y a d'office d'autres histoires par rapport à ça. Ok. Je me suis pas mal penché sur la question. Et je dirais que en fait, c'est un mélange de similitudes au niveau du système de communication, de la phonologie, d'aspects culturels et de stratégie d'apprentissage. Alors, je vais étayer ce que je viens de dire. Au niveau du français, par exemple, en fait, on prend la stratégie d'apprentissage du français et on essaie de la forcer sur l'anglais. Et c'est pas bon. Parce que, en fait, l'anglais n'a pas une morphologie très développée. On doit uniquement étudier quelques temps primitifs. La grammaire, on ajoute des terminaisons, c'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile en anglais, c'est la prononciation et c'est en fait l'utilisation des temps, pas les construire. Ouais, t'as raison. Donc ça, c'est un élément. Un autre élément, les Belges sont meilleurs que les Français en anglais. Pourquoi? Premièrement, parce que on a un placement germanique, donc on est quand même un peu plus proche des Anglais que les Français, mais aussi parce qu'on n'est pas en guerre avec l'Angleterre depuis des centaines d'années. Et donc, tu as un aspect culturel. Tu n'as pas envie de parler anglais convenablement quand tu es français, parce que c'est bizarre, ça sonne bizarre. Et en plus de ça... C'est vraiment ça, encore maintenant, en 2025? Il y a quand même ça. Et en plus de ça, par exemple, moi, on s'est moqué de moi. Si moi, je dis un titre de film, je ne sais pas moi, Independence Day, je parle trop bien, je frime ou je veux dire Independence Day. Donc, tu as ce phénomène un peu culturel où si on parle trop bien, on se moque de nous. Si on parle mal, on se moque de nous. Il faut trouver le juste milieu à ce niveau-là. Et ça, c'est au niveau culturel. Bon, après, in fine, le monde entier trouve que c'est sexy, les Français qui parlent très mal l'anglais. Ouais. Au niveau de la parole, ça peut fonctionner, ça peut avoir un côté un peu sexy. Et d'ailleurs, je peux te dire pourquoi. Parce que, si tu veux, le placement de la langue, le français, tout s'articule aux lèvres. Donc, c'est comme si tu veux améliorer ton français, tu fais des bisous quand tu parles. Ok. Tu vois, au niveau de ton articulation. En français. Okay. En français, moi, par exemple, qui suis anglophone et qui parle plusieurs langues, pour justement avoir plus de clarté, ou si je suis fatigué, j'ai ce cue, donc ce truc, genre, fais ça. T'as une bouche en cul de poule tout le temps. Non, mais je dis, genre, articule au niveau de tes lèvres. Ok. Parce que moi, je vais avoir tendance à vouloir articuler, et les Belges aussi, parfois, articulent un peu plus au niveau du centre, en fait. Tu vois, c'est pas comme ça. Mais non, il faut articuler un peu plus, du bout des lèvres. Pour rire à la base, mais il y a une très grande part de vérité dans chaque blague. Je te considère un peu comme le Hitch au niveau de la langue, et on avait un peu rigolé de ça. Je disais, ça aide à draguer. Bien parler, l'éloquence, public speaking, ça aide à draguer. Ouais. Est-ce que tu es aussi coach dans le fait d'asseoir un peu plus de leadership et d'aller draguer? Est-ce que tu as des clients comme ça qui disent, écoute, moi, j'ai envie d'être à l'aise avec les femmes pour aller leur parler? Est-ce que ça t'arrive? Je n'ai pas fait de rebranding ni de pivot à ce niveau-là. Maintenant, c'est clair que la communication, le networking, le leadership a énormément de points semblables avec le fait de draguer, l'écoute, le fait de, quelque part, quand tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, tu dois convaincre la personne, tu ne dois pas être trop imposant, tu dois savoir quand te taire, tu dois être à l'écoute, tu dois être aussi, dans la mesure du possible, honnête, évidemment, pour pas avoir de malentendus. Et donc, ça a beaucoup de rapports. T'as un exemple là-dessus où, imaginons un client qui vient chez toi, qui a pas la bonne tonalité, qui a pas le bon timbre de voix, qui est un peu recroquevillé, et il dit, voilà, moi, je veux choper les meufs, je veux être à l'aise, je veux y aller à fond, apprends-moi. Eh ben, donc, je dirais, choper les meufs, allez, restons... OK. Disons que, par exemple, tu es dans une soirée et tu dois te fixer des points d'ancrage, comme pour le networking. Donc, si tu es dans une situation où, tu connais personne, tu n'as pas envie d'avoir l'air bizarre. Et donc, le temps que tu regardes la situation... Tu te mets, un point d'eau, watering hole, on dit ça en anglais, la machine à café, le bar, ce genre de choses, avec le dos au bar. Et là, tu vas déjà avoir, si tu veux, une attirance nécessaire, naturelle, parce que tu es, à côté d'un bar, d'un objet. Et donc, les personnes vont aller près de toi, etc. T'es un génie, mec, j'ai jamais pensé ça. T'es un fucking génie. Les personnes vont aller près de toi parce qu'ils doivent aller là. Et quelque part, elles rentrent dans ton espace.
Ok. Tu vois, c'est un peu un art martial en fait. Je veux dire, c'est une question d'énergie, c'est une question d'équilibre, tu vois. Ouais, ok. Et donc là, c'est déjà un truc qui fonctionne très bien. Ok, Tu peux donc être près du bar, près du bar ou près dos d'un au endroit. bar, donc face Ouais. aux gens. Aussi, si tu veux, ça dépend quel est ton problème. Mais si tu as par exemple peur de parler en public ou si tu as peur de faire des sales, tu as peur de rencontrer Imaginons, des gens. j'ai peur de faire le premier pas. Ok, très facile. Essaye de faire l'échec. Essaye de te prendre 5 râteaux, 10 râteaux dans une soirée. Et si tu perds, en gros, si tu fais avec un pote, en gros, quoi, tu vois. T'es là, ok, j'essaie de me prendre 5 râteaux durant la soirée. Donc le but, c'est de prendre des râteaux. Ouais. Et du coup, ouais, parce qu'en fait, tu fais l'inverse. Tu vois, parce qu'en gros, t'es un peu mindfucké. T'es genre, attends, je dois réussir. Enfin, tu vois, et en fait, si tu essayes de te prendre un râteau, tu vas pas y arriver. Ok. Tu vas te prendre, admettons, un râteau, 2 râteaux. Très fort pour y arriver. Ouais, un râteau, 2 râteaux, 3 râteaux. Et puis la 4e, admettons que t'as du feeling avec la fille, etc. Eh ben, tu vas être là, ok, c'est bon, je paye les bières et je suis tranquille. Mais tu t'es approché et tu as fait le nécessaire de sortir un petit peu de ta zone de confort. Tu as parlé, parce que plus tu parles, plus tu es extraverti, plus, en fait, la chose est moins importante parce que tu t'es pris peut-être un râteau, tu as fait le nécessaire pour, si tu veux, approcher, etc. Et tu as vu, c'est pas si grave, tu t'en fous. Parce que quand tu es trop investi dans une relation, peu importe le stade de la relation, parfois ça peut un petit peu créer des problèmes, en fait. Tu vois. Ok. Deuxième cas, j'ai pas trop peur d'aller, mais je sais pas comment enrichir le discours. Je sais pas comment continuer la discussion. On parle du sales ou on parle d'autre chose, là? Non, on parle de nouveau, un peu dans un contexte, prenons un contexte de rencontre, Ok. Globalement. Ça, déjà, tu dois être authentique avec ce que tu veux. Tu dois savoir ce que tu veux. Donc, si tu veux rencontrer la personne, c'est très facile. Pose des questions par rapport à ce que tu veux savoir. Découvre qui est cette personne. Mais il faut éviter d'être too pushy. Mais justement, tu ne dois pas être pushy. Parce que Ok. ton frame, c'est un peu, ils disent in a game, hein, Ok. c'est le côté, genre, en fait, tu veux pas faire trop d'efforts. Tu veux rencontrer quelqu'un qui te correspond. Mhm. Et donc, tu dois savoir que si toi, tu veux rencontrer quelqu'un qui te correspond, tu n'es pas en train de poser des questions pour avoir quelque chose de cette personne. Tu es en train de vérifier si cette personne te correspond. Mhm. Et du coup, tu n'es pas pushy. Ok. Ok. Je fais le silence. Il n'y a pas quelque chose avec justement l'enfant, infant, ça veut dire justement silence. Ouais. C'est pas quelque chose comme ça? Oui. Parce que justement, là, je fais beaucoup attention à cette partie communication avec mon fils. Et c'est pas évident justement de poser un silence, de poser du calme. Parce que c'est mon fils, tu sais, c'est un peu comme la température, tu vois. Il fait 10, mais le real feel, c'est moins 10. Moi, j'ai un enfant, mais le real feel, c'est 5, tu vois. Donc, il est assez peps. Et je l'aime pour ça. Mais justement, poser un peu les mots, la communication, etc. Justement, je voyais que... Enfin, je disais un truc comme quoi, plus tu fais attention à ça et plus tu mets un cadre enrichi de vocabulaire, plus, en fait, finalement, il va absorber ça et il va pouvoir lui-même, même s'il ne le fait pas directement, avoir un potentiel à le faire plus tard. Oui, évidemment, c'est l'exposition, c'est l'immersion, c'est tout ce que tu veux. Hein. Donc, plus tu vas avoir une source qui est riche, dans un apprentissage en fait, procédural, c'est avec la musique, c'est un peu la même chose, hein. Plus tu vas avoir, après un moment, un phénomène où la personne va vouloir produire. Et donc, si tu rencontres un mot un certain nombre de fois, après, tu vas vouloir l'utiliser et tu vas peaufiner ton utilisation de la langue, qui est très important parce que c'est la langue maternelle qui est la plus importante pour l'apprentissage des autres langues. Ça, les études le montrent. Ouais. Je lisais justement une étude là-dessus. Donc, les enfants de 5 ans qui prennent la parole plus souvent, c'est souvent ceux de classe sociale favorisée. Ah ouais. J'ai pas dit mieux pour la parole, mais plus souvent. C'est-à-dire qu'ils sont plus à l'aise de le faire. Ok. Comment ça se fait? Pourquoi il y a des différences sociales? Ça doit venir de l'éducation. Donc, si tu as, on éduque dans certains milieux plus favorisés, on crée une certaine confiance que la personne prend plus la parole. C'est possible. Ceci dit, il y a des cultures où on n'est pas forcément plus favorisé, on prend beaucoup la parole. Hein. C'est aussi une question culturelle. Moi qui suis finalement anglais et grec, je vois que le côté anglais, on a ce côté un petit peu même dans notre grammaire où on s'excuse de parler, quelque part. Sorry, would you mind, nanana. Puis en grec, on dit des choses très directes. Okay. Ça, c'est culturel. C'est culturel. Donc, tu as des aspects culturels, tu as beaucoup d'aspects. J'avais lu une définition de la parole, c'est ce que tu veux dire et à qui tu veux le dire. Ouais. C'est les deux ensemble. Ouais. Tu peux expliquer ça? Oui, évidemment. En fait, la parole, c'est la communication. Et donc, si tu veux bien parler, ce n'est pas seulement toi qui t'exprimes, mais tu veux que la personne retienne quelque chose de ce que tu dis. Et donc, tu dois quand même penser à la personne à qui tu parles tout le temps, en fait. Okay. Un bon parleur, quelqu'un qui parle bien, c'est quelqu'un qui a finalement beaucoup d'empathie et qui pense à la personne à qui il parle. Ouais.
J'écoutais un podcast de mon confrère Mathieu, Stéphanie, où son invité disait « Bien parler, c'est faire le deuil de l'imperfection. C'est se dire, en fait, je vais oser parler et ça va pas être parfait, mais au moins, je vais être à l'aise de parler. » Toi, ton métier, c'est un peu l'inverse, j'ai l'impression. C'est justement essayer de perfectionner cette parole. Alors, je vais t'expliquer. La parole est imparfaite. Elle n'est pas parfaite, elle ne sera jamais parfaite. Mais tu peux la travailler quand tu ne dois pas performer. Donc, c'est l'entraînement. Le chanteur qui monte sur scène ou l'acteur, c'est pas au moment qu'il est sur scène qu'il doit commencer à stresser. C'est avant. C'est le travail qui est fourni avant. Donc, mon métier, c'est de faire en sorte qu'une fois que tu es sur scène, tu as l'entraînement pour pouvoir aller dans le lâcher-prise, on appelle ça dans le théâtre. Tu maîtrises et puis tu vas, quoi. C'est ça que tu veux dire. En fait, c'est une question de, si tu veux, avoir un entraînement moteur, avoir les mots, avoir la technique qui est déjà mise en place, avoir le rythme, avoir la structure, avoir l'habituation, à côté presque automatique, avoir des idées claires, savoir ce que tu veux et ce que tu veux transmettre, te mettre toi de côté, et quand tu es sur scène, tu es dans le transfert d'émotions, en fait, qui sont typiquement la compétence, la joie et des trucs positifs, c'est tout. Tu dois t'amuser quand tu es sur scène, c'est le plus important. Ok. C'est qui le GOAT de l'art oratoire, selon toi? Moi, j'en ai en tête, mais on va c'est le même. J'aurais du mal. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent comme ça. Winston Churchill était quand même très bon, pour moi. Winston Churchill. Winston, ouais, parce que je veux dire, lui, en fait, il était journaliste. Donc, le côté expression, le côté choix de mots de la langue anglaise, il l'avait vraiment... Mais lui, justement, a créé beaucoup d'expressions. Oui. De citations, on va dire. C'est des citations. Et comme je dis, les citations, c'est de l'art. C'est ce côté, encore, songwriting, en fait. Tu as des mots qui vont bien ensemble, qui expriment. Et quand tu maîtrises bien les mots et la parole, tu peins des images dans la tête de tes auditeurs, en fait. Ok. Ouais. Et Cicéron? Cicéron, il a quand même inventé des frameworks. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il a fait sur le palais. Tu connais l'histoire, hein? Oui, enfin, Cicéron, moi, je parlais plutôt au niveau de genre de la voix, etc. Mais bon, au niveau de la stratégie oratoire, c'est clair qu'il a... Ok. Tu peux expliquer cette méthodologie du palais? Le palais des mots? Non, moi, je suis plutôt dans un truc anglo-saxon. Donc, Cicéron, moi, je connais pas tout le détail il disait, donc lui expliquait qu'en fait, il imaginait un palais et que pour être sûr de ne pas avoir de cheat sheets, il s'imaginait dans ce palais et que chaque pièce correspondait à une thématique. Okay. Et comme ça, il se baladait dans sa tête. C'était mental, le palais mental. Il arrivait donc dans l'atrium et cet atrium, c'était telle partie du discours. Puis il continuait, c'était telle partie du discours et c'était un moyen... oui, c'est ça, mais ça rejoint en fait les techniques de mémoire plus que de prise de parole. Tu vas me dire que c'est lié, mais c'est ce côté où, genre, si tu veux, les personnes qui doivent se rappeler de 30 éléments différents, ils imaginent qu'ils sont dans leur appartement et qu'ils rentrent dans cette porte-là, et puis après, ils vont dans la cuisine, et puis etc. Donc, c'est une très bonne technique, mais personnellement, moi, c'est pas à ça que je pense quand je suis en train de parler. Est-ce qu'il y a des mots sexy à dire dans un discours? Typiquement, il faut placer... Nonobstant, voilà. Est-ce qu'il y a des mots comme ça sexy à dire? Ça dépend du cadre. Tu dois créer quelque chose de pertinent par rapport à qui tu parles. Si moi, maintenant, je suis en train de parler à une start-up, etc., et qui est très dans le français anglo-saxon, est-ce que je vais dire nonobstant? Pas forcément. Ça dépend ce que tu veux. C'est ton personnage, c'est toi qui parles. Ok. Ça existe encore, la méthode thèse, antithèse, synthèse? Évidemment que ça existe encore et ça a du sens, mais... ça dépend ce que tu veux faire. Et quand tu parles en public, tu dois te dire que ton élément principal, c'est la communication de ta mission. Parce que là, tu vas être dans un framework de pasteur. Et il n'y a rien de plus efficace qu'un pasteur. Un pasteur, tu veux dire quoi? Un évangéliste? Oui, en fait, c'est ça. Et quand tu vois les Steve Jobs, quand tu vois des trucs comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils prêchent. Si tu prêches, c'est plus grand que toi. Parce que, par définition, tu ne parles pas de toi. En fait, tu as une mission. Et ça sera le plus facile, le plus convaincant. À l'école, il y a 20 ans, 25 ans, il y avait justement cette thèse, antithèse, synthèse. Maintenant, je disais qu'il y avait une triplette magique. C'était raconter, analyser, argumenter. Est-ce que toi, tu as une méthode, la Collins méthode? Est-ce que tu as une méthode que tu préconises justement pour faire des exercices, pour t'entraîner justement par rapport à ça? Mais tout dépend de ton objectif, parce que tu es en train de parler de choses qui, par exemple, sont assez différentes que pitcher pour une start-up ou que parler en public pour autre chose. Et donc, foncièrement, tu dois en fait faire toujours la même chose. Tu dois exposer
la chose, voilà, de ce dont quoi tu parles, tu dois faire en sorte que les personnes rentrent dans ton univers, et puis après, tu dois leur donner le ticket pour sortir. C'est tout. Okay. C'est un peu ça, c'est ça qui fonctionne. Ouais. C'est quoi les trucs et astuces quand tu perds tes moyens? Tu es en plein milieu de la scène, tu perds tes moyens. Okay. Parce qu'effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Moi, mon père, il me disait toujours, quand tu vas à un examen oral, en fait, tu as 2 manières de ne pas stresser. Ouais. Soit tu connais tout, soit tu connais rien. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est toujours... T'es un peu en stress quand il y a un truc un peu flou, celui-là j'ai pas étudié. C'est là où tu stresses. Ouais. Mais si tu connais tout, il peut rien t'arriver. Et si tu connais rien, il peut rien t'arriver. Ouais, c'est ça. Bon, j'étais plutôt sur la première partie, t'as bien compris. Mais, et lui aussi. Ouais. Mais du coup, c'est quoi quand tu perds tes moyens? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu perds tes moyens, tu as plusieurs choses que tu peux faire. Ça dépend, encore une fois, le contexte. De façon générale, ça vient de l'impro, c'est mieux, en fait, le public voit ce que tu fais. Donc, tu ne dois pas essayer de minimiser la chose, de mettre ça de côté, etc. Tu peux dire, même, excusez-moi, il n'y a aucun problème, ou tu peux prendre un temps pour toi, ou voilà. C'est pas un drame, c'est pas un crime. On est des humains. En plus que, finalement, quand tu regardes au niveau du chant, même Adèle, elle s'est plantée monumentalement dans sa chanson, elle a repris. Donc, on n'est plus dans le même élitisme, j'ai envie de dire, qu'il y a 50 ou 100 ans. Où, par exemple, voilà, tu fais une note à côté, ça ne va pas, ou tu trébuches. On est beaucoup plus dans quelque chose où on peut, en fait, avoir, excusez-moi, un instant, et voilà. Et souvent, même, quand je vois ce qui se passe, les gens applaudissent, en fait. Hein. On est comme ça maintenant, en 2025, puis après, la personne ressaisit, quoi. Ok. Si on fait prenons un contexte politique avec des discours, t'as une partie, c'est 1 vs 1. Ouais. C'est plutôt aux États-Unis, mais est-ce qu'il y a des techniques? Ouais. La réponse, évidemment, oui. Est-ce qu'il y a des techniques à préconiser pour prendre le pli sur ton adversaire ou éteindre ton adversaire juste avec la parole? Et je te parle pas du truc, je crois que c'est dans 8 Mile avec Eminem, où en fait, il y va et il dit tous les trucs que son autre gars va dire contre lui, et en fait, l'autre n'a plus rien à dire. Donc, c'est aussi une technique. Hein, mais... C'est une technique. Mais foncièrement, en fait, typiquement, tu dois rester plus calme. C'est foncièrement, typiquement, ça qui va fonctionner. Okay. Parce que quand tu revois surtout aujourd'hui, c'est pas comme avant où tu aurais quelque chose et en fait, c'est cette assemblée-là qui décide. Non, ça va être rediffusé. Et donc, quand tu as quelqu'un qui s'énerve et l'autre reste très calme, très poli et répond à ce que dit la personne, mais en gardant son calme, typiquement, c'est lui qui va sortir mieux de la situation. On a eu un débat ensemble sur cette pyramide de Merabian, le verbal, non-verbal et paraverbal. Ok. Et toi, tu étais d'accord et pas d'accord là-dessus? Tu peux... Répète-moi exactement ta position. Donc, tu as un peu comme Maslow, tu as la pyramide avec des choses qui sont plus importantes, verbal, non-verbal, paraverbal. Ouais, ok. Et toi, tu disais, en fait, oui, mais ça dépend des contextes et il faut quand même bosser les 3. Il faut bosser les 3. Moi, je dirais que quand même, oui, le verbal, en fait, ça reste, encore une fois, ça dépend du contexte, ça reste le moins important. En fait, c'est ce que tu réussis à faire vivre aux gens. Et pourquoi? Parce que la mémoire qui est la plus efficace, que ce soit pour l'apprentissage d'une langue ou que ce soit pour un discours ou quoi que ce soit, c'est la mémoire épisodique. Et donc, c'est l'expérience. Donc, c'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce que tu as fait vivre à la personne? Ce que la personne a ressenti. Et donc, les mots et ton tone of voice et ton body language sont des outils pour faire vivre quelque chose à quelqu'un. Okay. Et ça rejoint la musique. J'avais encore 2-3 petites questions avant de passer au petit jeu. Est-ce que l'accoutrement, l'habillement joue? Évidemment. Ouais. Évidemment. Ça ne veut pas dire que c'est le plus important, mais tu es dans de la communication. Et donc, tu vas choisir un accoutrement qui correspond à ton branding. Et c'est clair qu'on va te prendre plus au sérieux si tu es bien rasé et avec un bon costume que si tu débarques un peu en mode avec une grosse barbe ou je sais pas quoi. Maintenant, si tu l'assumes, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux, parce que tu vas dans la rupture, mais c'est assumé. Mais il faut l'assumer. Est-ce que le fait d'avoir une bonne culture générale et de t'instruire chaque jour t'aide dans le public speaking? Alors, dans le public speaking, oui, évidemment, mais en fait, tu dois faire attention. Quand tu fais des références, tu peux amener des personnes vers toi, mais tu peux en exclure d'autres. D'accord. Okay. Et donc, ça peut être un atout comme ça peut être un avantage. La puissance de la posture, moi, je dis toujours, si tu penses que ta blague est bonne, elle est bonne. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Tu dis la posture, l'assume, tu veux dire? Ouais, exactement. Si tu es persuadé que ta blague, elle est bonne, oui, elle va être bonne. Mais c'est le transfert d'émotions. Et j'avais vu quelqu'un, ça me fait penser à quelque chose. On disait, oui, c'est plus facile de parler devant une foule de 200 personnes ou raconter une blague devant... C'est Cody, en fait, c'est chez toi.
Cody qui disait que c'était plus facile de parler devant une grande foule qu'une petite foule. Eh ben, même statistiquement, tu vas avoir plus de gens qui vont rire et tu as les early adopters, entre guillemets, et eux vont rire et ça va faire en sorte que les autres vont rire et du coup, tu auras la foule qui va rire à ce niveau-là, quoi. Ok. Donc voilà. Petit jeu. Oui. Donc, il faut me coacher sur des cas, des situations. Donc, donc là, je te choisis une situation un peu embarrassante de prise de parole en public où les gens rencontrent souvent des difficultés. Et là, entre 20 et 60 secondes, il faut que tu me fasses un mini coaching. Ok. À chaque fois que je suis stressé ou que je parle devant un groupe, je commence à bégayer, perdre mes mots. Comment je m'en sors? Alors, le bégaiement, ça vient finalement d'un trauma. Donc, c'est pas évident. C'est l'hypercorrection. Donc, la personne doit comprendre qu'il n'y a aucun problème au niveau du fait de se tromper. Je ne suis pas expert en bégaiement, mais le chant, en fait, notamment, est une méthodologie qui est utilisée en logopédie pour le bégaiement. Okay. Et donc, c'est curatif. C'est curatif. Comment il s'appelle? Bruce Willis, par exemple, bégayait. Donc, le fait d'être un acteur aussi, d'avoir quelque chose de cadré, ça peut fonctionner. Il faut savoir le cas par cas. Est-ce que c'est quelqu'un qui bégaye uniquement quand c'est une prise de parole en public? Alors, il faut regarder au niveau de la prise de parole en public, comprendre qu'est-ce qui le fait stresser, dédramatiser et donner une stratégie. Ok. Deuxième cas, mon PowerPoint est en panne, j'ai plus d'image. Qu'est-ce que je fais pour garder l'attention du public? Tu bouges. Pendant que le technicien est occupé à arriver, je fais quoi? Je bouge. Ça veut dire quoi, je bouge? Est-ce que tu peux faire ta présentation sans PowerPoint? On va dire que non, bof. Mais donc il faut tenir 1 minute. C'est long 1 minute, hein. C'est très long 1 minute. C'est normal. Tu commences à bouger, tu gardes le sourire et tu peux commencer à poser. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux expliquer quelque chose qui a déjà été expliqué? Ok. Ouais. Quelqu'un dans l'audience me pose une question super technique. Oui. Ou en tout cas, je sais pas y répondre. Comment est-ce que je peux gagner du temps? Ou en tout cas, essayer de passer à travers. Très facile. Donc, tu lui demandes de répéter la question et d'être très spécifique. Plus il sera spécifique, plus il va te donner des éléments pour répondre à ta question de façon très précise. Vas-y, donne-moi un exemple. Pour une question difficile. Ok. Est-ce que donc j'ai vu un documentaire où il était possible de parler à des pingouins. Et ce documentaire-là, en fait, c'était une tribu qui parlait le pingouin. Il parlait avec des pingouins. J'aimerais apprendre le pingouin. Est-ce que je pourrais apprendre le pingouin? Alors, pour vraiment répondre à la question, vous pouvez me dire exactement, vous parlez de quel type de pingouin? Ok. Je parle mais en fait, les pingouins, si tu t'y connais un peu là-dedans, ils viennent que d'une partie de la Terre. Merde, je sais pas si Arctique ou Antarctique, mais non. Parce que maintenant, j'étais aussi mis mal à l'aise, tu vois. Mais d'Arctique, bien sûr. Donc, c'est les pingouins de la banquise de gauche d'Arctique. D'accord. Donc, les pingouins de la banquise gauche d'Arctique. Et donc, tu voudrais apprendre leur langue pour quelle raison exactement? J'adore ça. C'est mon animal préféré. J'ai envie de communiquer avec eux. Donc, tu veux communiquer avec eux? Ouais, j'ai envie qu'on ait une discussion. Et tes objectifs de parole pour les pingouins, c'est quoi? Ok, d'accord. Ouais, c'est pas mal. Ok. Bon, ça peut aller loin. Ça peut aller très loin. Mais ça peut vraiment être relou pour tout le monde. Hein. Oui, bon, à la conférence, etc. Et donc, oui, on va faire bref. Et donc, tu peux embrayer. D'accord? Tu vas dire, oui, donc en fait, vous pouvez parler pingouin, mais bon, ça va prendre un certain nombre de temps. Et voilà, tu vois. Ok. Le public s'ennuie. Je vois que mon audience commence un peu à s'ennuyer. Que puis-je faire pour les réveiller? Les remettre un peu en jambes? Une blague? Ouais, mais imaginons, je suis vraiment pas drôle. Je le sais, tout le monde me dit, je suis pas drôle, c'est pas mon truc. Ok, donc la présentation, tout le monde s'endort, etc. Eh bien, tu vas commencer à mettre des accents forts sur les choses nécessaires. Tu vas changer de dynamique et tu vas bouger. Parce que typiquement, un public ne s'endort pas si toi tu bouges. Parce qu'on parle du verbal, non-verbal. C'est difficile de s'endormir s'il y a quelqu'un qui bouge et s'il y a d'engager le public. Hein. Ok, donc dynamisme, mobilité. Dynamisme, mobilité, bouger et savoir où tu vas. Ok. Dernier, le silence gênant. Donc j'ai un trou de mémoire. Je suis figé, figé. Et là, je me sais vraiment plus où aller. Classique. Ouais, tu as un trou de mémoire. Hein? Tu peux faire plusieurs choses. Tu peux accepter le silence. Tu peux dire un instant. Tu peux dire, vous pouvez me rappeler où je suis. Et il n'y a aucun problème à... Oui, ça fait de dire, les gars, je vais être honnête avec vous, je sais plus où je suis. Tu peux le faire si tu veux, hein, surtout qu'aujourd'hui, en 2025, c'est beaucoup plus accepté qu'avant. Tu vois, parce qu'avant, c'était... Oh là, mais maintenant, on s'en fout un peu. Tu peux le faire, mais... Vous pouvez juste me rappeler le dernier slide, juste un petit instant comme ça, puis après, tu vas rigoler. Okay. En fait, si c'est pas un drame pour toi, c'est pas un drame pour eux. Ok. C'est vraiment le transfert d'émotions et d'expérience. Ok. Si je te dis A More Perfect Union, c'est qui? Je sais pas. 2008. Barack Obama. Non? Ah, ok. Barack Obama. Non, c'est bon. I Have a Dream. Ouais, bah oui, Martin Luther King. Ok. Stay Hungry, Stay Foolish.
Elle est ça, je sais facile, plus. elle est facile. Allez. Euh, Col roulé, lunettes. Ah, bah Steve Jobs alors. Ok, c'est le fameux discours à Stanford. Ouais. Blood, toil, tears and sweat. Tu l'as dit tantôt. Winston Churchill. Ouais, ok. Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Non. Tu l'as pas celui-là? Tu l'as pas? Attends, c'est. Sors pas une dinguerie, hein? Allez. C'est un américain, connu. Oui, c'est américain. C'est qui? 3 lettres. C'est 3 lettres? JFK. Ouais. T'as dit quoi? JFK. C'est Ouais, 3 JFK, lettres. exactement. C'est quoi les axes qu'on peut développer pour faire progresser son français comme ça en une session? Le français. Ouais, français. Ok. Bah, pour la Belgique, articuler du bout des lèvres, surtout quand vous avez un micro. Ok. C'est le plus important. Comprendre que c'est au niveau de la syllabe que c'est vraiment important. Au niveau du français, bah, comme pour toute langue, il faut rythme, cadence, pause, impact, choisir ses mots, se donner le temps, Ok. parler plus lentement. D'accord. Et en anglais? En anglais, savoir où tombent les accents toniques dans l'idéal, ou au moins savoir finalement quels sont les mots les plus importants, parce qu'en anglais, et ça c'est un hack, si tu veux avoir de l'impact, tu dois mettre plus de volume sur les syllabes qui sont importantes. Énormément plus de volume. Ok. Un exemple? So, let's talk about where you have to put the volume when you're speaking English. Ok, j'aime bien. Ça me donne envie d'écouter en tout cas. Ben voilà. Tu vois, c'est impactant. Ok. Ouais. Ok. C'est quoi ton opinion sur les vocaux? Faire des vocaux? Tu vois, il y a de plus C'est en plus de un vocaux. excellent exercice pour s'entraîner à parler de façon générale. Ok. Moi, je les réécoute. Tu suggères ça à tes... Oui, c'est en à ta fait, coaching. oui, en fait, c'est excellent parce que tu peux te réécouter et tu es très spontané et oui, non, c'est une bonne chose à faire. Ok. Dernier petit jeu, Ok, avant de conclure. C'est ce qu'on appelle des mots de remplissage. ok. Ok, les voilà, en fait, du coup. C'est quoi les pires trucs que tu as jamais entendus et comment éviter ça? Les pires trucs que j'ai déjà entendus, bah, c'est les fins, les les voilà, les les potes, les ouais. etc. Bah, Ok. c'est très simple, tu dois remplacer par du silence. Donc si quelqu'un dit toujours ouais, tu vois, hein, tu vois, Alors ça, quand c'est en fait, clairement, oui, totalement. quand tu parles en public, c'est gênant. Quand tu es dans une autre situation, ça l'est moins. Ouais. Et donc, quand tu parles en public, tu vas pas vraiment dire tu vois. Ok, alors du coup. Du coup, bah voilà, encore une fois, Ouais. c'est une situation où tu dois faire un silence. Ok. Tu dois ponctuer et tu dois dire rien du tout, D'accord. en gros. Et donc, comment est-ce que tu fais ça? Tu t'entraînes. Tu prends voilà, ton téléphone, tu t'enregistres et à chaque fois que tu fais un homme, que tu fais un voilà, que tu fais un du coup, en fait, tu t'arrêtes. Hmm. Tu t'arrêtes et tu vas en fait changer l'habitude. C'est une habitude motrice en fait. Ok. C'est tout. Je fais un silence. Ça marche ou pas? Ça marche. Merci Greg. On arrive à la fin. Moi j'ai passé un excellent moment. Merci pour ça. Je pense qu'on pourra en parler des heures et des heures. Mais Ouais. moi j'adore parler de ça parce que déjà tu as une passion là-dedans. Et je trouve ça vraiment kiffant. Je pense que tu as un big change à faire chez les gens, qu'ils soient très doués ou pas doués. C'est quoi les takeaways que tu voudrais laisser ici? C'est quoi les éléments que tu voudrais ici partager à l'audience qui va t'écouter? Est-ce que tu as des bouquins à recommander, des suggestions? Est-ce que tu peux aussi nous dire où on peut te trouver, comment est-ce qu'on peut te contacter? Et voilà, si tu as répondu à ça, c'est déjà pas mal. Ok, alors moi, le takeaway que j'ai envie de dire, c'est que ce soit pour l'apprentissage d'une langue ou que ça soit au niveau de la prise de parole, il faut comprendre la parole. Et la parole, c'est quelque chose de musculaire. Donc pour l'entraîner, tu dois travailler de façon musculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que tu dois éviter de faire des erreurs, ce qui est un peu contre-intuitif, et tu dois t'entraîner à parler lentement et à écouter des choses lentes parce que tu dois apprendre le geste. Donc, si tu veux améliorer ton anglais, eh bien, ce que je fais avec mes clients, dire « Sorry, could you repeat that for me, please ?» Parce qu'en fait, le fait de le dire lentement aussi, ça va faire en sorte que tu puisses le dire rapidement. Et donc, si tu vois, je ne sais pas si tu connais la chanson de System of a Down, eh ben, ils font « Wake up, go brush and put a little makeup ». Voilà. J'ai parlé hyper vite. La seule raison pour laquelle je sais parler si vite, c'est parce que je l'ai fait lentement. Ok. Donc ça, c'est quelque chose d'assez contre-intuitif à ce niveau-là. Ok. Voilà. Donc c'est vraiment, en fait, c'est le côté athlétique, le côté musical, sportif. Non, ce que je veux de dire, la c'est parole. en sport, on dit aussi ça, fais les mouvements très lentement. Exact. Finalement, C'est la le même décupler, chose. multiplier et le faire plus rapidement. Ok. C'est la même chose. C'est Ok. des apprentissages procéduraux. Ok. Dans Duolingo, moi, c'est une app, alors, elle est un peu controversée. Je savais. Alors, moi, perso, Scott, mon fils, voulait apprendre le brésilien. Il est fan du Brésil. Il adore le Brésil, il adore les footballeurs brésiliens. Et lui, son rêve, c'est pas des Brésiliens.
il n'y a aucune origine brésilienne. Et donc là, on apprend sur Duolingo le brésilien. Moi, je prends mon pied. C'est un bon moment avec mon fils. On fait Duolingo 5 à 10 minutes par jour. C'est très sympa. Et c'est au comme ma ça, tu vois. Donc, je suis pas encore bilingue, mais c'est sympa. Et effectivement, tu as les mots très lents et puis plus rapides. Ah ouais. Donc, moi, j'aime bien ce côté, justement, où tu fais l'effort de parler beaucoup plus lentement pour, après, finalement, mieux les dire et puis rapide. Mais du coup, tu n'aimes pas du Duolingo ou tu es contre Duolingo? Non, je ne suis pas contre Duolingo, mais les personnes qui n'utilisent que Duolingo ont un problème, c'est qu'ils n'ont pas de feedback. Donc, ils peuvent être dans leur coin à répéter des Tu veux dire erreurs. quoi? C'est unilatéral, c'est ce que tu veux dire? Oui, en fait, c'est que tu peux te tromper et personne ne te corrigera. C'est une bonne base. Tu fais ça, plus le coaching, plus... Ça peut aider, mais c'est pas assez. Et je pense qu'un prof ou un coach peut te donner vraiment beaucoup plus d'éléments précis, théoriques et pratiques pour... OK. Bouquin recommandé, où on peut trouver? Bouquin à recommander. Ah, mais ça, c'est un peu poussé, mais Science of the Singing Voice, si tu veux vraiment comprendre comment fonctionne la parole, c'est très, très bon. D'accord. Est-ce que c'est Johan Sundberg, je crois qu'il a écrit, si je ne me trompe pas. Ça, c'est très niche. Hein. Mais là, tu vas comprendre les voyelles, tu vas comprendre les consonnes, tu vas comprendre vraiment comment fonctionne la parole au niveau en fait, scientifique, acoustique, etc. Ça, c'est vraiment un très, très chouette bouquin. Où est-ce qu'on peut me trouver? On peut me trouver sur LinkedIn. Parce que tu es un homme occupé, tu es sur LinkedIn, tu as pas mal de coaching, Ouais. mais tu n'es jamais dispo, mais toujours dispo. Exactement. Et donc, là, c'est Grégory Vettas Collins, là sur LinkedIn. Donc, Vettas, V-E-T-A-S, Collins avec 2 L. OK. Et c'est quoi est-ce qu'il y a un minimum? Est-ce qu'on doit venir chez toi pour faire minimum X heures? Alors, honnêtement, moi, je peux intervenir, j'ai déjà fait ça, en urgence. Quelqu'un, oui, je dois présenter à Londres ce matin. Voilà. Et OK. je peux avoir des urgences. Là, c'est un crash course direct, 20 minutes. C'est pas ça, c'est son texte, en fait. Et donc, le fait de prendre le texte, dire ces mots-là sont les mots importants, là, D'accord, sous les accents d'accord. toniques, le lire lentement, OK. ça a déjà un impact. OK. Donc, D'accord. donc voilà. Ouais. Ça marche. Merci, ma biche. Avec plaisir. Merci pour la petite chanson. Merci pour tous les apprentissages. Ouais. C'était un plaisir. Thank you. Ah, you're welcome. Thank you. Tu l'as bien dit. hein. Thank you. Thank you. This is the thing that. Merci, mon chéri. Thank you. Thank you.